Évoquons les marchés boursiers développés à présent avec les enjeux de ce nouveau semestre qui a démarré de manière un peu chaotique, on va le dire. On a en tête la séance d'hier, effectivement, qui était plutôt une séance de retour de stress et de sell-off des actifs risqués et des actions notamment. François Jubin est à nos côtés en plateau pour cette demi-heure également, le directeur général de WiseAM. Bonjour, bienvenue François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, l'idée était de faire un petit état des lieux quand même des performances boursières qu'on a pu observer jusqu'à ce début de deuxième semestre. Bon, il faut avoir en tête, voilà, le Nasdaq à plus 40%, et puis derrière, effectivement, des performances quand même à 2 chiffres pour la plupart des autres indices moins tiltés technologiques, peut-être plus généralistes aux États-Unis, mais également en Europe. Oui. Comment vous lisez cette performance ? Comment cette performance se décompose, puisqu'on parle beaucoup derrière la performance de ces indices, de dispersion, de divergence, de marché à plusieurs vitesses ? Oui, tout à fait. On entend souvent le marché a beaucoup monté. Mais en fait, si on devait traiter ça comme un sujet de philosophie au bac, on s'interrogerait déjà de savoir ce que c'est que le marché. Voilà. Donc, allons-y. Alors, le marché, en fait, c'est l'agglomération de l'ensemble des valeurs qui sont cotées. Et on voit depuis le début de l'année 2023 qu'il y a très très peu d'acteurs qui ont fait la performance du marché. Si vous avez cité le Nasdaq à plus de 35%, eh bien, regardons le S&P 500, les 500 valeurs américaines qui font le marché américain. Le marché américain qui est autour de 13-15% selon les jours. Hein. Oui. Voilà, vous m'excuserez l'approximation. Oui, à plus de 2 chiffres de performance. Voilà, donc une bonne performance pour les actions américaines. Mais si on enlève les 10 valeurs ou même les 6 valeurs qui font la performance des actions technologiques, eh bien, la performance du Standard & Poor's 500 ne serait que de 1,4% depuis le début de l'année. Ce qui veut dire que les 495 ou 490 valeurs qui composent le S&P 500, en réalité, n'ont fait que 1,5% depuis le début de l'année. Ouais. C'était avant la journée d'hier. Ouais. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a des grosses différences. Et on a également, dans une moindre mesure, parce que nous sommes plus policés, mais on a en Europe... On le retrouve en Europe, ce phénomène ? On retrouve ce phénomène également. Alors, je me suis un peu amusé. Je me suis dit, en préparant cette émission, est-ce que je vais parler des valeurs ? Parce que, en fait, on a ce point-là. Les marchés ont beaucoup monté. C'est la question qu'on nous dit, voire l'objection qu'on nous fait aujourd'hui pour investir en actions. Et là, on rentre dans le détail et on leur dit, on va vendre LVMH. Ah ben non, LVMH, on ne touche pas. C'est une darling. Donc je me suis dit que on pouvait pas, fallait pour reprendre. Oui, quand on nomme les valeurs spécifiquement, voilà, tout de suite, d'accord. Voilà, ça c'est pas possible. Voilà. Donc il faut regarder peut-être du point de vue sectoriel, c'est ça ? Pour éviter cet effet, je comprends. Cet effet cognitif. Oui, on est amoureux de certaines valeurs. Amoureux de certaines valeurs. C'est mal. Voilà, exactement. Donc je me suis dit, on va regarder par indice sectoriel. Ouais. Donc, qui a réalisé de la performance depuis le début de l'année ? Donc, il y a 3 secteurs qui sont au-dessus de 25% depuis le début de l'année. Ouais, au sein de l'Eurostoxx 50. Au sein de l'Eurostoxx. Alors, évidemment, la technologie. Donc, on bénéficie de l'attrait en matière de technologie sur nos valeurs européennes. Donc, ça a effectivement bien fonctionné. Le luxe a été l'élément moteur. On a cité LVMH. Et donc, les biens de consommation qui sont portés par les valeurs du luxe en zone euro, eh bien, réalisent aussi des performances qui sont au-dessus des 25%. Et puis, il y a un intrus complètement hors du scope, qui est l'automobile. Ouais. Alors, l'automobile fait partie des valeurs qui ont des secteurs qui ont bien progressé au début de l'année. Donc, on verra ça peut-être dans la deuxième phase, pourquoi l'automobile a bien fonctionné. Bien tenu. L'automobile qui n'est pas du luxe, qui n'est pas une valeur technologique, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on les connaît et qui a de grands enjeux devant soi. Bref. Et puis de l'autre côté du spectre, eh bien, vous avez des secteurs qui n'ont rien fait et qui sont même en perte depuis le début de l'année. Ouais.
Donc, je ne parle que des secteurs des grandes capitalisations, parce qu'après, on pourrait se poser la question des petites capitalisations qui, elles aussi, ont souffert depuis le début de l'année. Et ne parlons pas de... Oui, les divergences, on les retrouve à plusieurs niveaux, plusieurs dimensions, niveaux, bien sûr. Donc, sur les secteurs qui nous ont pas épargnés cette année, on va retrouver les matières premières, donc les minières, les sociétés minières qui sont assez cycliques, quelque part. Et puis, on a aussi des sociétés de l'énergie, de oil and gas, donc les pétrolières qui ont reculé cette année. Alors on comprend pourquoi, parce qu'après la bonne performance qui avait été faite en 2022, on comprend qu'il y a un peu de repli sur les niveaux qui est élevé. Mais néanmoins, c'est des pans importants bien de sûr, la cote qui sont en retrait, donc tout n'a pas fonctionné. Et puis les foncières, alors les foncières, effectivement, c'est une grosse difficulté dans le secteur. On est en train de réaliser que la hausse des taux va handicaper un certain nombre d'acteurs, dont les foncières, qui, à la fois sur la valorisation de leurs actifs, vont devoir passer des dépréciations. Bien sûr. Et puis également sur des charges financières qui vont... des groupes qui sont endettés quand même très lourdement. La foncière fonctionne. Bien sûr. C'est un effet. C'est le vrai G, bien sûr. C'est un effet. Bien sûr. Donc il y a la double peine pour ce secteur-là. Donc on avait des loyers qui étaient bien au-dessus des coûts financiers, et là les coûts financiers augmentent, et voilà. Donc ça c'est l'état des lieux, ça. L'état des lieux. Et on n'a pas parlé des bancaires qui se retrouvent au milieu, en fait. Et en fait, les bancaires ont eu un scénario, une performance qui est tout à fait raisonnable dans le marché. Mais bon, il y a eu un avant-après SVB pour le secteur bancaire, y compris en Europe. Oui, mais c'est revenu un peu. Oui, je comprends. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, qu'est-ce que ça induit comme réflexion en matière justement de stratégie d'investissement pour la partie boursière sur les prochains mois et les prochains trimestres, François? Est-ce qu'on a envie de continuer de payer ce qui a le mieux marché au premier semestre? Ça pose la question de comment ces valeurs-là sont valorisées aujourd'hui, quel rendement, quelle valorisation est-ce qu'elles ont aujourd'hui dans le marché? Ou est-ce qu'on est tenté de regarder justement à l'inverse ce qui n'a pas fonctionné au cours du premier semestre? Alors, on se dit que le marché a monté. C'était le postulat de départ, oui. On a vu que le marché, ce n'était pas le marché. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et on se dit, bah oui, ça a beaucoup monté. Et puis, deuxième proposition dans la phrase, c'est demain, nous avons un ralentissement économique qui pointe. Les taux, la Réserve fédérale, bref, il y a plein de vents contraires qui font que les perspectives économiques sont plus compliquées. Donc, prendre un peu de recul, ce ne serait pas une mauvaise idée en termes d'allocation. Bon, une fois qu'on dit ça, alors on va dire, on va vendre LVMH. Toujours pas. Non, là, ils ne vont pas reculer. D'accord. Alors, très bien. Donc, effectivement, il y a des valeurs. Je ne dis pas que ça ne va pas continuer, mais en tout cas, il y a des valeurs qui, aujourd'hui, ont un business solide qui semble invariant, en tout cas assez peu sensible à la conjoncture économique et au ralentissement. Et dans la technologie, pour peu qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on est capable de faire des bêtises humaines. Mais donc sur ce sujet-là, on va se dire, on va regarder les valeurs qui sont les plus cycliques. Voilà. Et en fait, les valeurs les plus cycliques sont aussi celles qui ont baissé. Donc quelque part, on peut se poser la question de savoir si dans les prix que nous avons aujourd'hui, on n'a pas eu un excès de pessimisme sur ces valeurs-là. Donc on a énormément de valeurs qui sont aujourd'hui en dessous de 8 fois le résultat de l'année 2023 attendu. Et je reviens à mon histoire d'automobile qui a bien qui fait partie du haut du panier. Alors, on a eu un contexte quand même très favorable sur l'automobile où les entreprises du secteur ont réussi à optimiser les marges qu'ils avaient de façon exceptionnelle et inattendue. Et puis, on a eu une demande dans le secteur automobile qui a été extrêmement ferme, finalement. Et là où on prévoyait que c'était la fin de l'automobile, parce qu'en 2035, on ne va plus vendre en Europe de moteurs thermiques, donc il y a toute la transition écologique qui... électrique, oui, bien sûr. Électrique, qui est un enjeu phénoménal. Donc, on s'est dit que
finalement, eh bien, il fallait décoter le secteur automobile, mais on a peut-être été un peu trop loin, puisque on payait moins de 4 fois les résultats. Le secteur automobile, Porsche, je crois que on était autour de 2,60, 2,6. Oui, alors il y a des extrêmes aussi dans le secteur auto. Oui, entre Ferrari, Porsche d'un côté et le reste, oui. Donc on a peut-être été un peu trop loin dans le cas de l'automobile. On voit bien que c'est un des secteurs les plus performants parce qu'on avait sans doute été trop pessimiste. Donc peut-être que sur l'énergie, par exemple, pour prendre quelque chose qui soit plus facile peut-être à appréhender que les minières, l'énergie, des sociétés du secteur pétrolier on va avoir un besoin d'énergie dans les années à venir qui ne va pas baisser. Non. Oui, non, bien sûr. Oui. Et, la puissance, l'énergie, oui. L'énergie. Et Total ne fait pas que du pétrole, donc Total se diversifie, et donc il y a beaucoup sans doute beaucoup de résilience à attendre sur certains de ces secteurs qui aujourd'hui escomptent énormément des mauvaises nouvelles sur la crise. Le point clé, c'est ça. C'est-à-dire les secteurs que vous citez dans le domaine de la value, et c'est l'intérêt de l'investissement value, c'est qu'on est arrivé à des niveaux de valorisation dans ces secteurs qui peuvent supporter le ralentissement économique à venir, l'atterrissage qu'on attend, que ce soit l'atterrissage américain, le ralentissement européen, en tout cas dans une certaine mesure. Je ne parle pas d'un grand choc macro qui viendrait tout balayer, mais c'est des valos qui permettent d'affronter ce ralentissement qu'on a encore devant nous. C'est tout l'enjeu. Ouais. C'est tout l'enjeu. C'est l'enjeu du raisonnement. Mais Bruno Vanier rappelait tout à l'heure que le fait que ça soit pas cher. Oui, c'est parfois un piège. Ça peut rester pas cher longtemps. Oui. Rester pas cher longtemps. Mais on a l'exemple de l'automobile qui a été un secteur extrêmement décoté. On a l'exemple du secteur bancaire qui a eu également une phase une traversée du désert qui a duré 3 ans et qui commence à montrer que finalement le pire n'est jamais sûr. Très intéressant, effectivement. On verra, effectivement, si le changement de dynamique se met en place au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Bon, l'auto fait un peu figure d'exception dans ce monde de la value, avec effectivement des performances du secteur qui ont été à la hauteur de ce qu'on a pu voir sur d'autres secteurs de croissance. En revanche, à l'inverse, vous les avez cités, matières premières, oil and gas, sont des secteurs qui ont rendu beaucoup de la performance de 2022 au cours de ce premier semestre 2023. Merci beaucoup, François, pour votre éclairage sur cette situation de marché, est-ce que ça peut induire effectivement pour la suite en matière d'investissement boursier. François Jubin, directeur général de Wise AM, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission. Voilà pour Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h, bien sûr, en direct sur Bismart.